Bonjour à tous. Merci infiniment au comité de nous avoir donné l'occasion de pouvoir donner notre ressenti, notre vécu et le quotidien du travail du médecin généraliste interniste installé. Merci notamment à Idriss Guessous pour cette invitation. Effectivement, on nous avait aussi demandé de citer quelques actions et éventuelles solutions qui avaient été trouvées pendant cette période. Nous n'allons pas nous attarder sur cette liste d'actions puisque ce qui a été mené et qui a mené à quelques solutions reste du côté du positif. On va plutôt peut-être parler des difficultés ou des problèmes rencontrés, parce que c'est là que nous allons avoir peut-être quelques pistes de réflexion et d'améliorer la situation pour un avenir qui soit sera de type pandémie, soit peut-être un autre. Je m'exprime au nom de mes 400 collègues du groupe des médecins internistes généralistes installés, qui font donc partie aussi de l'AMG, l'Association des médecins du canton. Il n'est pas certain que j'ai pu recueillir le ressenti de chacun, mais le nombre de dizaines, voire de centaines de mails qui ont afflué sur mon ordinateur pendant cette période vont quand même être retranscrits maintenant. La période est toujours, j'ai parlé un peu au passé tout à l'heure, mais en fait elle est présente et puis les difficultés s'accentuent. Vous allez voir ça dans un petit moment. Se divise en 4 périodes, on va dire. La première période qui a commencé environ fin février, quand les nouvelles alarmantes du monde nous sont parvenues et puis se sont rapprochées dans un pays voisin. On a commencé à vouloir se préparer en matériel de protection, et c'est un secret pour personne, ou peut-être que certains découvriront que déjà à ce moment-là, nos fournisseurs habituels et nos distributeurs habituels étaient en totale pénurie, à commencer par les masques, évidemment, les surblouses, les lunettes et le gel hydroalcoolique. On s'est donc tourné vers les autorités qui n'ont pas certainement pris la mesure de ce qui allait arriver, et on s'est retrouvé dans des difficultés logistiques à ce moment-là, et puis dans les semaines qui ont suivi, celles-ci ont pu s'atténuer. La deuxième période a été de fin février à environ 15 mars, puisque le confinement a été, je crois, décrété le 16 mars. Là, ça a été plutôt une difficulté liée à l'afflux un peu plus important de patients et au flou, faut-il bien le dire, de recommandations quant aux prises en charge diverses et variées, que ça soit matériel, que ça soit l'organisation des cabinets avec 2 filières, la filière Covid, la filière non-Covid, mais tout ça n'était pas clair au départ. Là aussi, nos autorités, que ça soit sanitaires ou suisses en termes médicaux, n'ont pas été très réactives au début, ce qui peut se comprendre vu que tout le monde travaillait un petit peu sans filet à ce moment-là. Mais ce flou a déjà commencé à déstabiliser un nombre de collègues dont les questions affluaient rapidement et auxquelles on n'avait pas toujours les réponses, puisque nous-mêmes ne recevions pas forcément les renseignements utiles. Commence ensuite la troisième période, qui est vraiment le cœur du problème pour nous, qui a été la période à partir du 16 mars, parce que quasiment du jour au lendemain, nos cabinets de médecine générale, puisque je parle au nom de ces collègues-là, les spécialistes, eux, ça leur est arrivé aussi, mais ont pu réagir autrement ou fermer leur cabinet, plus ou moins. Nous avons été quasiment désertés par l'ensemble de nos patients. Nous avons eu du jour au lendemain environ une chute de 80 à 90% de nos consultations, et cela a duré presque 2 mois.
Ce qui veut dire qu'on s'est retrouvé dans une période extrêmement difficile d'attente. Nous sommes tous programmés, formatés pour soigner, pour être auprès de nos patients et de nos malades. Et nous étions face à une pandémie dont tout le monde parlait jour et nuit, mais sans malades. Et ça paraît anecdotique, mais au fil des jours et des semaines, ça a commencé à peser lourdement sur un plan, je dirais, éthique ou psychologique de nos collègues. Et c'est là que les difficultés aussi ont commencé du côté financier, puisque là aussi, je vais évoquer l'aspect financier du problème. Étant donné que nous avions le mot d'ordre de rester en poste, va-t-on dire, eh bien, nous avions en parallèle aucune aide financière et aucun revenu, quasiment aucun revenu, c'est-à-dire environ 20% de revenus, malgré les charges qui continuent. Et ça a duré 2 mois. Et je peux vous dire que certains d'entre nous ont été énormément impactés. Une étude effectuée par la Société médicale de Suisse romande sur la dernière semaine d'avril et dont il y a eu plus de 2500 réponses de nos collègues en Suisse romande, montre bien, chiffre à l'appui, que les cabinets ont tourné avec un maximum d'environ 30% de patients. Pendant ce temps, nos collègues, encore une fois, dont je disais qu'ils sont habitués à vouloir soigner, sont plutôt désarçonnés lorsqu'ils n'ont pas de patients, mais qui savent que d'autres services croulent sous la demande et l'afflux des patients, se sont pour certains mobilisés en volontaires dans les divers cliniques et centres de prélèvement et partout où ils pouvaient. D'autres ont attendu, d'autres ont contacté leurs patients soit par téléphone, soit par vidéoconsultation. J'en parlerai encore tout à l'heure avec les risques de dérive que cela peut peut-être mener pour plus tard, mais ça a aussi été un des points positifs que la pandémie a amené, et en étroite collaboration avec les Hugues, notamment sur, entre autres, le domaine de la vidéoconsultation, dont l'application a été quasiment créée pour les médecins de la ville pendant cette pandémie. Et on remercie beaucoup cette collaboration qui a pu s'établir de manière beaucoup plus étroite. Et là aussi, on va dire, un corollaire de la pandémie, c'est que nos synergies ont pu être encore améliorées. Cette période a été très difficile et frustrante pour la majorité d'entre nous, notamment parce que la communication, et c'est certainement un des points qui devra être amélioré à l'avenir, la communication, on va dire, globale, qu'elle soit étatique, qu'elle soit relayée par les médias, ou qui parfois ont fait la sourde oreille à nos appels répétés. J'ai eu plusieurs fois directement les responsables du journal télévisé 19h30 pour leur exprimer certaines de nos craintes pour la population, et je n'ai jamais reçu de réponse à la proposition de venir l'exposer au grand public. Pourquoi le problème de communication ? Eh bien parce qu'il a été entièrement focalisé sur les malades ou les potentiels malades Covid, que ceux-ci représentent, semble-t-il, 1 à 2% des malades, on va dire réguliers, que ce soit chronique ou aigu, mais en régulier pendant une période similaire sur les autres années, et que pendant des semaines, comme je disais tout à l'heure, jour et nuit, la population, et nous avec, n'avons quasiment entendu parler que des malades Covid et des systèmes de soins d'urgence ou intensives qui, évidemment, ont fait un travail extraordinaire, mais on n'a plus du tout parlé des autres malades. Et puis surtout, les autres malades, dont ça représente 98 ou 99% de la population des gens malades en ambulatoire, eux-mêmes n'ont plus entendu de message les concernant. Le seul message qu'ils ont entendu, c'est restez chez vous, surtout restez confinés, ce qui évidemment avait une certaine logique, mais contrairement aux messages qui ont été par contre très bien diffusés, notamment à la télévision française,
lorsqu'ils se sont adressés aux autres malades en les enjoignant de ne pas laisser leur santé se dégrader, eh bien chez nous, cela a été quasiment inexistant. Raison pour laquelle nous avons vécu un paradoxe, et nous continuons un peu à le vivre. J'espère que je ne vais pas être trop long. Le paradoxe, c'est qu'on voulait parler d'un problème de santé publique majeur, et puis la santé publique, elle s'est pendant ce temps largement et massivement dégradée. En tout cas, c'est ce que nous pouvons observer encore aujourd'hui. Parallèlement à ça, nos collègues ont été justement frappés par une mauvaise ou un manque de reconnaissance de toutes sortes d'instances par rapport à l'injonction paradoxale qu'on leur faisait de rester au poste, mais de ne quasiment pas avoir de patients. Notamment aussi avec un problème tarifaire, puisque les consultations téléphoniques ne sont pas rémunérées à hauteur des consultations face aux patients. Nous avons essayé d'alerter nos instances nationales médicales, nous avons essayé d'alerter les instances politiques et décideuses, et nous avons chaque fois essuyé une fin de non-recevoir. Alors, ces collègues qui vivaient dans cette reconnaissance lacunaire de leur travail sont arrivés maintenant dans la dernière phase que je voulais décrire, qui est la phase de fin de confinement, début de déconfinement, avec la conséquence de ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous faisons maintenant face un peu à ce que nous avions craint, c'est-à-dire un afflux massif, pas forcément en nombre de patients, parce que nous n'avons pas encore atteint d'environ 20% encore, nous n'avons pas atteint les demandes de consultation au cabinet, mais nous faisons face à des situations qui se sont très largement dégradées sur le plan somatique et psychologique. Nous faisons face à des consultations où la liste des problèmes, vous savez ce que cela veut dire, est très longue et les consultations deviennent très compliquées et beaucoup plus longues, sans parler justement que au minimum 4 patients sur 5 souffrent d'un problème psychologique soit nouveau, soit nettement aggravé par rapport à ce qu'ils pouvaient précédemment présenter, pour la raison que les patients, suite au message que j'ai expliqué tout à l'heure, soit n'ont pas osé appeler les cabinets médicaux en disant « je ne voulais pas déranger », et à peu près tous nous ont dit ça, y compris quand on les appelait au téléphone ou en vidéoconférence pendant les premières semaines ou les 2 mois, on va dire, du début de la crise, soit avaient peur de la contamination au cabinet, quand bien même, évidemment, les filières de séparation Covid-non Covid avaient été extrêmement et strictement mises en place. La difficulté qui en découle, ou plutôt les conséquences, c'est que les coûts de la santé sur cette période qui commence maintenant depuis environ, on va dire, 15 jours, vont certainement augmenter, voire exploser en ambulatoire. Alors certains diront que ça compense les semaines où on n'avait pas de patients, mais c'est plutôt absurde de réfléchir de cette manière-là. Et un des messages qu'on pourra aussi, sur lequel on pourra avoir une réflexion éventuelle pour une autre situation de ce type, c'est d'essayer d'anticiper cette situation où finalement le 98 ou le 99% des patients habituels vont nettement plus mal, avec certaines situations qui ont dû mener à des hospitalisations, et c'est franchement le comble lorsque on pense à le surcroît de travail qui pesait sur les hôpitaux. Certains patients ont dû être hospitalisés d'emblée sans passer par le cabinet parce que leur état se dégradait. Je pense à des pieds diabétiques, je pense à des situations cardio-respiratoires que nous avons tous vécues. Et je pense aux situations psychologiques, voire psychiatriques que je décrivais tout à l'heure.
C'est pas évidemment exhaustif. La liste de nos actions et de nos solutions entre-temps a été menée parallèlement. Là, je voulais exprimer les points principaux des difficultés de notre vécu en ville et des semaines qui viennent, parce que pour nous, et contrairement à ce que on pourrait imaginer, pour nous, les grosses difficultés en termes de soins des patients et qui découlent de ce que je viens de dire ne commencent que maintenant et certainement sur les semaines, voire les mois à venir. Je termine avec le fait que nous sommes pour beaucoup déjà passablement mis à l'épreuve, mais que nous n'avons malheureusement pas eu spontanément d'aide, on va appeler ça de débriefing ou de soutien psychologique, hormis celle du groupe des psychiatres qui nous ont spontanément, dès le début, du groupe AMG des psychiatres, qui nous ont dès le début proposé un soutien pour tous les collègues qui le nécessiteraient. Et je peux vous dire que cela n'a pas manqué, même si une autre partie de notre culture de formation, c'est d'être plutôt discret et d'avoir un petit peu honte d'exprimer des difficultés, qu'elles soient d'ordre médical, personnel, psychologique ou financière. Voilà, merci beaucoup et je suis non seulement frustré de ne pas pouvoir en dire plus, mais prêt surtout à vos questions.